ça à l'époque, on l'appelle maintenant rétrospectivement de cette manière-là, c'est celui qui est arrivé dans les années 95, c'est-à-dire au moment où justement l'Internet est devenu grand public. Et là, on a commencé à nous donner des outils qui nous permettaient d'accéder aux données et aux connaissances. Au travers de notre navigateur, on pouvait accéder à toutes les données de la planète, à toutes les connaissances, au travers de sites web et de bien d'autres choses. Ça a été la première étape qui faisait que chaque fois qu'on ouvrait son ordinateur pour aller sur le net, c'était pour aller y chercher des choses. C'était la relation finalement à une espèce de stock de connaissances qui était toujours disponible et accessible grâce aux moteurs de recherche. Google, parmi eux, est arrivé assez rapidement à dominer ce monde des moteurs et qui nous permettait de trouver en un clin d'œil tout un tas d'informations particulièrement judicieuses, particulièrement bien triées. Et c'est ça le gros avantage du Web 1.0, ça a été d'accéder facilement à des données et à des connaissances efficaces. Le Web 2.0, lui, est arrivé une dizaine d'années plus tard, vers les années 2004-2005. Et là, c'est tout à fait différent, puisque quand on ouvre son ordinateur sur le Web 2.0, c'est pour y rencontrer des gens, pour venir échanger avec des personnes, pour venir fabriquer des choses, pour venir inventer, pour venir échanger. Donc d'un web qui était un web où on était surtout centré vers des choses, on est rentré dans un web où on est plutôt centré sur la relation avec les autres. Et donc le web est devenu un lieu de vie. Alors bien entendu, le Web 2.0 ne remplace pas le Web 1.0, il le complète et il vient lui donner de nouvelles fonctionnalités grâce à l'amélioration des débits, l'amélioration des machines, l'amélioration des algorithmes de compression, tout un tas de choses qui ont rendu cette chose possible et qui a fait que tout d'un coup, d'un lieu de stock, c'est devenu un lieu de flux particulièrement intéressant et particulièrement vivant, où les gens viennent pour se rencontrer, pour échanger, ce qui change toute notre société et ce qui change toutes nos façons d'échanger en amplifiant considérablement le spectre de nos outils de communication. Si on voulait utiliser deux métaphores, on peut dire que pour le Web 1.0, c'était celle de la grande bibliothèque mondiale dans laquelle on pouvait trouver tous les contenus connu de l'humanité. Dans le Web 2.0, c'est plutôt le grand salon. Alors ce grand salon dans lequel il y a des salons privés, dans lesquels on vient rencontrer des gens que l'on a invités ou qui nous ont invités, et des grands salons publics dans lesquels on rencontre plein de gens qui s'intéressent à plein de choses et qui viennent échanger avec nous. Donc d'une certaine manière, il y a toujours la grande bibliothèque au fond du grand salon. Donc quelque part, la somme des deux donne un ensemble maintenant qui est très complet et qui permet à la fois de trouver ce que l'on veut, pour échanger avec ceux que l'on veut. Et donc, quelque part, on a associé aux choses les gens, et maintenant, la vie peut être complète sur le web. Alors, tout ceci a été rendu possible notamment par ce qu'on appelle les technologies on the cloud, c'est-à-dire les technologies dans les nuages. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de technologies dans les nuages? C'est parce qu'en fait, toute la puissance de feu qui était auparavant dans l'ordinateur est devenue maintenant une puissance de feu qui se trouve dans les nuages, c'est-à-dire sur les serveurs. Les serveurs maintenant sont capables de nous apporter les logiciels et ensuite de nous stocker les fichiers. Et comme c'est dans les nuages, c'est très facile pour l'ordinateur d'aller se connecter à ces serveurs et récupérer l'information, mais c'est très facile aussi à des outils qui ont émergé ces dernières années, comme les téléphones, les smartphones ou comme les tablettes plus récemment, qui permettent justement d'accéder à ces données. Donc à tout moment, les données sont disponibles et surtout les logiciels qui vont avec sont disponibles. Ce qui fait qu'on a une universalité de ces données puisque finalement le web, lui, il n'a pas grand-chose à faire de systèmes du style Linux, Windows ou Mac parce que en fait les données sont universelles sur le web et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir échanger facilement avec n'importe quel outil. On peut même le faire avec une console de jeu. Et ainsi, cette technologie on the cloud permet une beaucoup plus grande liberté pour les données et pour les personnes, et surtout une grande facilité de partage des données. Et c'est ainsi que sont nés ces 5 dernières années des milliers de services, des milliers d'applications qui justement peuplent ce web 2.0. Que ce soit des blogs, que ce soit des outils de création de sites, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des outils de stockage de vidéos, de stockage de photos, de partage de documents, de création collective de documents, de visioconférences, etc. Tous ces services-là ont été élaborés par la planète entière, sont aujourd'hui disponibles dans la majorité des cas en accès gratuit, parce qu'au départ, ce que veulent ces plateformes, c'est avoir le plus de monde possible, donc avoir le plus de prospects possible, pour pouvoir après leur proposer des services améliorés, des services premium, qui leur permettront justement de rentabiliser les plateformes
et d'avoir donc des clients qui seront issus des millions de prospects, puisque certaines plateformes sont montées en quelques années de 0 à 500, 600, 700 millions d'utilisateurs. Donc le Web 2 est un fantastique aspirateur à prospects sur la planète, qui après, petit à petit, deviennent des consommateurs de services à très forte valeur ajoutée. C'est ainsi que l'économie du Web 2 est en train aujourd'hui de s'installer et crée aujourd'hui des entreprises particulièrement prospères.